Good afternoon in Miami Beach, home of Neurosurgical TV. We have another webcast from the Surgical Club of the Congo. And I'm going to turn it over immediately to an old friend and a neurosurgeon from the Congo, Dr. Kabula. Welcome, Dr. Kabula. It's all yours. Thank you so much, Dr. Bennett. Bonsoir à tous. Je remercie Dr. Ehanga pour m'avoir choisi de modérer la présentation d'aujourd'hui, la discussion de ce soir. Alors, nous présentons Dr. Seth Mulongo qui va nous présenter sur l'évaluation secondaire d'un patient traumatisé. Ça, c'est la 9e session depuis qu'on a commencé notre série d'exposés. Ça, c'est la 9e session qui va porter sur l'évaluation secondaire d'un patient traumatisé. Et après lui, on va donner la parole aux panélistes, 3 panélistes qui sont avec nous, qui vont donner leurs commentaires et ajouts par rapport à l'exposé. Donc, ça sera Dr. Jean-Robert. Après, on va donner la parole à Dr. Panza José et on va donner la parole à Dr. Voakia Wanzu. Après ces 3 panélistes, on va maintenant donner la parole à tout le monde qui est ici pour les commentaires et ajouts. On encourage aussi les étudiants qui sont avec nous, les étudiants en médecine. On les encourage aussi de participer dans la discussion s'ils ont des questions à poser. Dr. Seth est là, il y a aussi des panélistes qui vont toujours vous donner des réponses. Donc, les étudiants, sentez-vous à l'aise chaque fois que vous avez un point à relever, posez, ou soit si vous avez une question, posez la question. Alors, pour le moment, on va commencer avec notre exposé. Dr. Seth Mulongo, vous avez la parole. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Parfaitement. Bien. Bonjour à tous. Merci pour votre participation encore une fois à cette session où nous partageons sur la prise en charge de patients traumatisés aux urgences. Aujourd'hui, c'est notre 9e session et aujourd'hui, nous allons plus partager sur l'évaluation secondaire de nos patients traumatisés aux urgences. Mr. Bennett, I want to share my screen. Okay, go ahead. Oh, you want me to put the PowerPoint? Yes, I can try. Okay, wait, let me get it. We got this late start. Oh, I don't know if I have that. I can try. Hold on. I have the trauma session. Oh, here, there. Good. Do you have it? Yes, good. Okay, make it bigger. Fix it. Okay, thank you. Yeah, make bigger. Make the screen bigger. You know how to do it, right? Yes. There, perfect. Okay, thank you. Comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler sur l'évaluation secondaire de nos patients traumatisés aux urgences. Et comme objectif, nous devons savoir quand faire cette évaluation secondaire. C'est vraiment très important. Et aussi, comment faire cette évaluation secondaire. Ça sera l'objectif de notre partage d'aujourd'hui. Et avant de parler de l'évaluation secondaire, nous allons faire un rappel sur l'évaluation primaire. Avec la suite, vous allez comprendre pourquoi est-ce que ce rappel est vraiment important. C'est vraiment important de comprendre et de connaître
qu'est-ce que c'est que l'évaluation primaire avant de faire une évaluation secondaire. Et quelques éléments qui sont très importants, c'est que le patient pris en charge aux urgences, le patient qui porte le traumatisme, il est pris en charge pas par une seule personne, mais il est pris en charge par une équipe. Donc, la prise en charge du patient aux urgences, du patient traumatisé aux urgences, c'est un travail d'équipe. Ça, c'est de 1. Et de 2, avant de recevoir votre patient, le personnel soignant doit d'abord être bien protégé. Donc, vous devez avoir un équipement de protection requis avant de recevoir votre patient qui est traumatisé. Et qu'est-ce que c'est que l'évaluation primaire? L'évaluation primaire, c'est de l'évaluation ABCDE. C'est pratiquement un terme qui est tiré de l'anglais. Le A pour le airway, le B pour le breathing, le C pour la circulation, le D pour la disability et le E pour l'exposure. Et le A, ça signifie là, on évalue les voies respiratoires. Le B, on évalue le mécanisme de respiration, le mécanisme de la ventilation. Le C, on évalue le système cardiovasculaire. Le D, c'est le système neurologique. Et le E, c'est pratiquement un examen qui est complet de la tête aux pieds en essayant de dévêtir le patient. Vous devez savoir que l'évaluation primaire, c'est un examen qui s'est fait dans un bref délai. Ça s'est fait entre 2 minutes et 5 minutes, pas plus. Donc, vous devez être capable de déceler quelles sont les lésions qui menacent la vie du patient, non seulement de les déceler et les stabiliser. Et là, on va procéder de manière très systématique pour mieux stabiliser le patient. En parlant de airway, nos voies respiratoires, là, dans l'évaluation primaire, on essaie de voir quels sont ces éléments-là, quels sont ces corps étrangers qui peuvent être chez le patient, quels sont ces traumatismes que le patient peut porter avec lui et qui peuvent obstruer les voies respiratoires. On peut avoir un patient avec un traumatisme facial, exemple, et il a pratiquement les os du nez qui sont cassés et un des os, de fragments osseux peut migrer vers les voies respiratoires et obstruer ces voies respiratoires-là. Ça, c'est un exemple. Donc, il faut parvenir à déceler tous ces éléments-là. Ça peut être les os, ça peut être du sable, ça peut être quelque chose qu'il a inhalé et qui peuvent obstruer ces voies respiratoires. Et il ne faut pas oublier que les traumatisés, leurs langues peuvent facilement basculer vers l'arrière. Et cette bascule-là vers l'arrière peut obstruer les voies respiratoires. C'est pourquoi, parmi les gestes, vous devez parvenir à maintenir la langue dans sa position normale, peut-être en utilisant même une canule de Guede. Et c'est aussi de soulever le menton et repousser le menton en arrière pour dégager le voie respiratoire. Et au-delà de ça, une fois que vous les avez dégagés, essayez de les maintenir perméables. Deux fois, ça va même demander à ce qu'on fasse une intubation au-delà de manœuvres qu'on peut faire, entre autres, essayer de faire basculer le menton en arrière, ou les autres qui sont capables de faire, c'est une subluxation de la mandibule. Et une fois que vous aurez dégagé les voies respiratoires, essayez de les maintenir perméables. Et aussi à ce niveau, immobilisez aussi la colonne cervicale qui
peut être un des éléments aggravants, aussi pour le voie respiratoire et aussi pour d'autres lésions qu'on peut retrouver toujours au niveau du cou et qui peuvent, par une mauvaise mobilisation, être aggravées et en étant aggravées, créer d'autres mauvaises conditions chez le patient. Et concernant le briefing, là, nous voyons que c'est l'évaluation pratiquement de la ventilation du mécanisme ventilatoire chez notre patient. Donc là, on voit la cage thoracique, on voit les muscles, on voit la trachée, on voit tout ce qui peut intervient dans la ventilation de notre patient. Et pour ça, on commence à évaluer cela à partir de la tête, en essayant de voir s'il n'y a pas battement des ailes des nez. On essaie d'évaluer le cou. Est-ce qu'il n'y a pas de tuméfaction au niveau du cou? Comment est la trachée? La trachée est en position, en sa position centrale, ou bien la trachée a été déviée d'un côté. Et on voit comment est le thorax. Le thorax est tuméfié, il est asymétrique. Et est-ce qu'il y a des plaies? Il y a des plaies qui sont ouvertes. Comment est la plaie? Est-ce que la plaie respire ou pas? Et on peut même arriver à ausculter pour essayer de déceler toutes les lésions qu'on peut retrouver au niveau du thorax et qui peuvent être néfastes pour la vie de notre patient. Et parmi ces lésions, nous avons le pneumothorax, l'hémothorax, on peut avoir donc, le pneumothorax, ça peut être c'est plus le pneumothorax sous tension. On peut avoir un hémothorax qui est massive. Et une fois qu'on aura détecté ces lésions qui sont menaçantes pour le patient, on doit les stabiliser. Et en parlant de stabilisation, c'est là où on peut commencer par une simple décompression au niveau du thorax. On a parlé l'autre fois de la deuxième espace intercostal. Et on peut arriver jusqu'à placer un drain thoracique pour essayer d'évacuer les épanchements qu'on a, l'épanchement qui peut être c'est que le patient reprenne une ventilation presque normale. Et à ce niveau, on ne doit pas oublier que l'oxygénation est un élément important. On doit toujours avoir de l'oxygène dans notre service d'urgence pour nos patients. Et le troisième point, c'était la circulation. Ici, on voit le système cardiovasculaire. Et dans le système cardiovasculaire, nous devons être en mesure de déceler le plus rapidement possible les hémorragies qui peuvent entraîner les chocs chez le patient et encore menacer la vie du patient. On doit parvenir à le déceler le plus rapidement possible et une fois qu'on les décèle, on doit parvenir aussi à les stabiliser, les arrêter si possible. Des fois, on est obligé de passer d'une simple compression jusqu'à une amputation, juste pour essayer de sauver la vie du patient qui a une hémorragie. Et on ne doit pas oublier que, toujours dans la prise en charge de l'hémorragie, on associe aussi l'acide tranexamique pour essayer aussi de stabiliser l'hémorragie. D'être capable de trouver ces signes de choc dans le plus bref délai et on doit être aussi capable d'avoir 2 abords veineux qui sont importants, donc de gros calibre. Chez l'adulte, on utilise plus on peut aller du G18, G16 jusqu'à G14 parce que ce sont là les calibres qui vont permettre une bonne, un apport de liquidien qui est vraiment important. Et pour ce qui est de l'apport liquidien, le liquide le plus préféré, on commence par le cristalloïde. Et quand ça ne marche pas avec le cristalloïde, on pense à transfuser. Et n'oubliez pas de penser aux hémorragies occultes qui souvent
sont au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, au niveau de la cuisse ou chez le patient avec un traumatisme pelvien. Et la disability, donc là, on fait une évaluation du système nerveux. C'est un examen qui est très rapide. Vous vous rappelez qu'on a parlé de 2 à 5 minutes pour cet examen et on est obligé d'utiliser un système qui va vous permettre d'évaluer très rapidement l'état de conscience du patient. Et c'est qu'on utilise les EFDA. Donc, le EFDA pour parler de est-ce que le patient est éveillé ou le patient est capable de vous répondre. Là, c'est le V, le verbal, où le patient vous répond ou bien il réagit à la douleur, donc il n'est pas capable de parler, mais à la douleur, il est capable de mobiliser un de ses membres. Ou le A, ça signifie qu'il n'y a aucune réaction. Hein? Et ça aussi, là aussi, on pense aux différents réflexes au niveau des pupilles aussi. Ce sont des éléments qui vont vous permettre aussi d'avoir déjà une idée sur l'état neurologique du patient et sur le traumatisme crânio-encéphalique possible. Et en E, nous avons l'exposure. Et en parlant de l'exposure, c'est pratiquement un examen complet de la tête aux pieds, le patient étant dévêtu. Donc, on essaie de voir quelles sont les autres lésions que le patient pouvait porter et qui peuvent aussi être des lésions qui sont très néfastes pour notre patient. Mais bien qu'on a dévêtu notre patient, il faut faire attention avec l'hypothermie, qui est un élément aussi trop grave pour la vie de notre patient. Vous devez vous rappeler du triade létal où on a l'hypothermie, on a le trouble de coagulation et l'acidose. Alors, on doit toujours penser à ce que notre patient soit bien couvert pour qu'il ait une bonne température. Et là, nous avons fait notre rappel qui est bien sûr bref, mais qui est un élément très important. Parce que avant de faire l'évaluation secondaire, nous devons stabiliser notre patient. Et la stabilisation, c'est concernant le point pratiquement cardio, donc le système cardiovasculaire, donc sur le plan hémodynamique et sur le plan respiratoire. Ce n'est qu'après qu'on ait stabilisé notre patient sur ces plans-là qu'on pourra penser à une évaluation secondaire. Et un autre élément, c'est que le patient, l'évaluation primaire chez notre patient ne s'arrête pas là ou bien c'est fini parce qu'on l'a déjà fait. Non, mais à tout moment où le patient présentera des signes de détresse, on doit toujours reprendre cette évaluation primaire en respectant les étapes. Donc, en commençant par le A. Après le A, nous avons le B. Donc, le airway, les breathing, donc le voie respiratoire, le système respiratoire, entre autres, les voies respiratoires et tous les mécanismes de ventilation. On a notre système cardiovasculaire. Une fois qu'on aura stabilisé le patient sur ces plans-là, on sera alors capable d'évoluer et faire notre évaluation secondaire. Et il faut toujours vous rappeler que l'évaluation primaire, ce n'a pas un point final. Non, le patient peut même être en hospitalisation. Cette évaluation primaire-là peut se faire. Et c'est un examen. Maintenant ici, à l'évaluation secondaire, c'est un examen qui est minutieux. Minutieux, pourquoi? Parce qu'ici, on va essayer maintenant de rechercher tous les autres éléments, toutes les autres lésions
qui sont associés, ou bien qui peuvent être associés chez notre patient et qui peuvent, d'une façon ou d'une autre aussi, aggraver l'état de notre patient. C'est pourquoi c'est un examen aussi qui s'est fait de manière systématique. Et c'est un examen qui s'est fait de manière minutieuse et de la tête aux pieds. Et cet examen-là, c'est pratiquement comme le dossier classique qu'on fait. C'est un examen qui a deux grandes parties. Et il y a une partie qui est subjective et qui est très important pour notre patient. Et puis, il y aura aussi la partie objective où on fait notre examen physique. Donc, pour ce qui est des éléments subjectifs, nous avons besoin d'avoir l'histoire de l'histoire ou le mécanisme par lequel le patient a subi les traumatismes. Nous devons avoir tous les éléments qui doivent être clairs. Et ces éléments-là, nous pouvons les avoir auprès du patient lui-même, si le patient est éveillé, ou on peut l'avoir auprès de personnes qui ont apporté ou bien qui ont amené le patient aux urgences. On peut les avoir auprès de sa famille. Donc, la personne qui sera plus proche et qui peut nous aider et nous édifier sur l'histoire, sur l'arrivée du mécanisme, du traumatisme. Et nous aurons besoin des antécédents du patient. Et on commence on a besoin de savoir si le patient a des problèmes d'allergie, et allergie surtout par rapport aux produits qu'on a l'habitude d'utiliser aux urgences, les analgésiques, les antibiotiques. Et ça va nous orienter par rapport à la prise en charge future. On aura besoin de savoir si le patient a une médication quelconque. Est-ce qu'il prend des produits? Est-ce que le patient est sous insuline s'il est diabétique? Sous des diabétiques, le antidiabétique oraux, il est hypertendu. Est-ce que le patient prend certains antihypertenseurs? On aura besoin d'avoir tous ces éléments-là. On aura besoin d'avoir des éléments par rapport à son passé médical. Est-ce que le patient a une maladie chronique? Il se connaît avoir une maladie chronique. Et est-ce que le patient ou la patiente est gestante? Ce sont des éléments qu'on va recueillir auprès du patient ou auprès de personnes qui l'ont amené ou de son entourage. On aura besoin de savoir quel est le dernier repas en date que le patient a eu. Et par après, on aura aussi besoin de savoir quels sont les événements qui ont entouré le traumatisme. Est-ce que le patient était tombé dans un milieu, dans un lieu sale? Comment ça s'était fait? Comment est-ce que le patient il s'est retrouvé jusqu'à l'hôpital? Est-ce que si c'est un problème de brûlure, est-ce que le patient, combien de temps il a déjà mis par rapport au temps écoulé? Vous vous rappelez très bien que lorsqu'on a parlé des brûlures, que le temps, les premières 8 heures étaient des 8 heures en or pour la prise en charge, pour la réhydratation du patient, et que ce n'était pas calculé en fonction de l'heure à laquelle le patient arrivait dans le département des urgences, mais par rapport à l'heure où il y a eu l'accident. Donc, on doit tenir compte de tout ça. Ce sont des éléments qui vont beaucoup nous aider par rapport à la prise en charge, la suite de la prise en charge. Et on a dit que c'est un examen qui s'est fait
de la tête aux pieds, en commençant par les tissus qui sont superficiels jusqu'en profondeur. On commence par l'examen de la tête au niveau du cuir chevelu. On va rechercher les hématomes, on va chercher les ecchymoses, on va chercher des lacérations, on va chercher les plaies. Comment est la plaie? La plaie, elle est profonde. C'est quel type de plaie? On doit être capable de décrire. Est-ce qu'il y a un enfoncement au niveau du cuir chevelu? Est-ce qu'il y a, à la palpation, il y a certaines douleurs? Et bien localiser les lésions. Ça se retrouve au niveau frontal, ça se retrouve au niveau occipital, pariétal, temporal. Où se retrouve l'ecchymose? C'est rétro-rétulaire. Ce sont des ecchymoses en lunettes que le patient a et qui sont en lunettes. On a besoin d'avoir des éléments précis. Et au niveau des yeux, comment sont les réflexes des pupilles? Est-ce qu'il y a lacération au niveau des paupières? Comment sont les conjonctives? Il y a présence des ecchymoses. Comment est le globe oculaire? Rechercher s'il y a des épanchements liquidiens au niveau des orifices, au niveau des narines, au niveau des oreilles, la bouche. Comment sont les dents dans la bouche? Comment est la langue? Elle est sale, elle est propre. Il n'y a pas notion de morsure de la langue. Vérifier si l'arcade dentaire est complet. Essayez d'évaluer le mandibule. Comment est la mandibule? Il n'y a pas de déformité au niveau des mandibules. Il n'y a pas de tuméfaction. Et après qu'on ait évalué la tête, au niveau du cou, on pourra rechercher des lésions si elles sont pénétrantes ou pas. Il y a hématome ou pas. Il y a emphysème sous-cutané. Comment est la trachée? La trachée est déviée ou pas? Pensez à un hématome qui peut évoluer, s'expandre et arriver même à comprimer les voies respiratoires, la trachée. C'est pourquoi l'évaluation primaire ne s'arrête pas juste parce qu'on est maintenant à l'évaluation secondaire. Une fois qu'on décèle encore que le patient présente des signes de détresse, on doit encore faire notre réévaluation primaire. Sans oublier que chez notre patient, déjà l'évaluation primaire, on avait immobilisé notre cou pour éviter que les lésions cervicales ne puissent s'aggraver. À l'examen neurologique, ici par rapport maintenant à l'évaluation primaire. À l'évaluation primaire, on a utilisé le EFDA pour évaluer l'état de conscience. Mais ici, on va utiliser le Glasgow, le score de Glasgow, qui va nous permettre de déceler l'état de conscience de notre patient. Et une fois qu'il y a des anomalies, essayez aussi de les stratifier. Est-ce que le patient présente un traumatisme crânio-encéphalique qui est mineur, qui est modéré ou bien qui est sévère? Parce que la prise en charge aussi va en découler. Et le Glasgow, c'est un examen qui ne s'arrête pas seulement une fois qu'on va faire notre évaluation secondaire, mais c'est aussi un des éléments de surveillance du patient qui est traumatisé. Et contrairement à l'évaluation primaire, cet examen neurologique est complet. Ça signifie qu'on va y associer aussi l'examen de la fonction motrice, la sensibilité, les réflexes. Ici, on peut associer aussi les ASIA une fois qu'on détecte que
le patient présente certaines lésions de la colonne. On respecte toujours le quatre temps de l'examen, l'inspection, la palpation, l'auscultation, la percussion. Et au niveau du thorax aussi, on va voir comment est le thorax. Est-ce qu'il y a des tuméfactions? Il y a asymétrie du thorax? On va voir s'il n'y a pas des lésions de plaies qui sont ouvertes. Ici, on doit savoir que s'il y avait une plaie ouverte, déjà, et qui était en communication avec le thorax, avec la plèvre, à notre évaluation primaire, on était supposé mettre un pansement. Et un pansement qui est fermé de trois côtés. On avait bien expliqué l'autre fois pourquoi, en cas de traumatisme thoracique, avec une plaie communiquante avec le thorax, pourquoi est-ce qu'il fallait mettre ce pansement-là avec les trois côtés, seulement trois côtés qui sont fermés au lieu de quatre. Et on doit palper notre patient, essayer de rechercher des douleurs, essayer de rechercher des fractures, ausculter notre patient, recherchant des signes des épanchements gazeux ou un épanchement hématique. On doit aussi savoir que si notre patient avait un hémothorax, on avait placé notre drain. Nous avions déjà placé le drain. Et ici aussi, on va voir si le drain est fonctionnel, continuer à ramener. Et si ça ramène à quel débit. Et ça va nous permettre de savoir quelle sera la décision pour la suite. Nous devons toujours faire attention aux hémorragies occultes qui peuvent entraîner les chocs. Donc, veillez toujours sur nos signes vitaux. Nos signes vitaux sont très importants. Cherchez des pâleurs, la cyanose. Cherchons toujours comment est la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Le patient est tachycarde, il est tachypnéique ou pas. Ce sont des signes qui nous permettent de voir si le patient ne présente pas une hémorragie qui est décélable, une hémorragie qui est externe et à penser à une hémorragie qui est occulte. Au niveau des membres, donc cet examen ici, ça s'est fait pour le thorax et au niveau de l'abdomen aussi. On respecte les temps, l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation pour rechercher quelles sont ces lésions qu'on n'a pas pu déceler ou bien qui n'étaient pas menaçantes pour la vie du patient, mais qui peuvent être associées. Nous devons chercher s'il n'y a pas de plaie, s'il y a une plaie, s'il n'y a pas des hématomes, s'il n'y a pas des ecchymoses et s'il n'y a pas des douleurs localisées, il n'y a pas des écorchures. Et tout ça, ce sont des éléments qui nous orientent pour la suite de la prise en charge. Et au niveau du bassin, regardez comment est la position du patient. Souvent, le patient se met en position antalgique s'ils ont des problèmes au niveau du bassin et rechercher s'il n'y a pas des ecchymoses et veiller à ne pas trop manipuler, faire des manipulations au niveau du bassin, de peur d'aggraver les lésions. Et parlant du bassin, quand on a parlé du traumatisme pelvien, on avait eu une grande discussion dans le forum, toujours ici, sur quand est-ce qu'il faut placer la ceinture pelvienne chez un patient avec traumatisme du bassin. Est-ce qu'il faut le faire immédiatement quand la lésion est décelée ou il faut d'abord faire une radio
du bassin avant de placer cette ceinture. Et nous espérons que par rapport à ça, nous aurons une bonne occasion pour pouvoir en discuter en long et en large. Au niveau des membres, nous allons rechercher d'abord des positions qui sont antalgiques chez les patients, rechercher des ecchymoses, rechercher des déformations. On va essayer de rechercher des tuméfactions. Au niveau des extrémités, il faut toujours bien évaluer la pulsation, rechercher les temps de recoloration capillaire, bien rechercher la sensibilité, parce que souvent, chez les patients avec des traumatismes au niveau des membres, des fractures, ça peut s'accompagner d'une atteinte nerveuse comme une atteinte vasculaire. Alors, il faudra bien veiller sur ces examens-là, l'examen des extrémités, pour permettre à ce que vous ne puissiez pas aller ou bien taper à côté d'une rupture d'un vaisseau important ou d'une rupture d'un nerf. Et chez ces patients, pensez aussi au syndrome de Loge. En parlant du syndrome de Loge, il y a le 5P. Le 5P qui définissent les syndromes de Loge. Il y a P pour peine, pour dire pour la douleur. Il y a la pulsation, le pouls qui n'est plus là, le pouls au niveau des extrémités. Il y a la pâleur, il y a la paresthésie, il y a la paralysie qui peuvent être là. Mais un élément qui est important, on ne doit pas attendre que tous ces éléments soient là. Un patient qui a une douleur dans le contexte d'un membre traumatisé et un membre qui a été bien immobilisé et qui se plaint toujours de douleur, il ne faut pas attendre qu'il y ait installation de tous ces éléments-là pour la prise en charge. Parce que la plupart des fois, quand ces éléments-là s'installent, souvent c'est trop tard. On ne sait plus sauver le membre et on est obligé de passer carrément à une amputation. Et on ne doit pas oublier l'examen du dos en se souvenant toujours de comment faire le retournement en bloc du traumatisme, surtout du traumatisé, surtout le patient porteur d'un traumatisme de la colonne. On avait parlé, on a dit que c'est un retournement qui s'est fait au moins par 4 personnes. Il y a 3 personnes qui peuvent se charger du retournement en gardant très bien le patient dans son axe, et la 4e personne pourra faire l'évaluation du dos et l'évaluation de la colonne. Respectez le temps et les instructions lors de cette manœuvre. Ça signifie qu'il y a toujours un temps de go. Ce n'est pas que les 4 personnes qui sont là, chacun va déplacer le patient à son temps. Non, tout s'est fait au même moment, de manière à garder le patient dans son axe. Après qu'on ait fait notre examen, donc on est fini avec l'examen subjectif et l'examen objectif, donc notre examen physique, nous devons penser à faire les investigations. Les investigations qui vont nous permettre soit de confirmer notre diagnostic ou nos hypothèses, soit de les infirmer. Et les investigations, ça dépend maintenant de chacun dans son milieu.
Par exemple, il y a de ceux-là qui préfèrent devant un traumatisme du thorax d'aller directement faire le scanner. Mais les autres vont dire non, on peut commencer par faire une radio. Maintenant, ça va dépendre de chacun, de comment, dans quel milieu il est. Le patient avec un traumatisme crânio-encéphalique, chez qui on pense à avoir un traumatisme crânio-encéphalique, on doit aller faire un scanner. Donc, vous devez maintenant faire un bon choix en fonction de votre examen pour avoir des éléments qui vont vous aider dans la suite de la prise en charge. Est-ce que c'est un scanner que vous voulez? Est-ce que c'est une radio? Est-ce que c'est une échographie que vous voulez? Et c'est en fonction de votre capacité et aussi, c'est en fonction aussi de ce que vous voulez. Tout en ne pas oublier que on ne doit pas aller demander un scanner là où on peut demander une simple radiographie. On doit tenir vraiment compte de tout ça. Et il y a de ces examens de labo dont on a besoin. Tous les traumatisés normalement. Normalement, ça doit être systématique. Ça signifie l'hémoglobine, un bilan inflammatoire, le temps de coagulation, le temps de saignement. On a besoin de la fonction rénale, on a besoin de la fonction hépatique. Ça, c'est par rapport à la suite. Le patient ça peut nécessiter qu'il aille au bloc opératoire. Et quand on aura déjà tous ces éléments-là, ça sera plus facile d'y aller. Il y a deux éléments à surveiller chez les patients. Il y a les signes, il y a l'état de conscience du patient, les signes vitaux, donc la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la diurèse. Ce sont des éléments très importants à toujours évaluer chez le patient parce que ce sont des éléments qui peuvent vous reconduire à aller faire une évaluation primaire au moment où vous étiez déjà prêt à transférer le patient dans un service spécialisé. Après que vous ayez recueilli tous les éléments, il faut toujours documenter. Ça signifie qu'il faut faire un dossier qui est complet pour le patient. En résumé, dans cette évaluation secondaire, c'est une évaluation qui est systématique. C'est un examen qui est minutieux, ça se fait de la tête aux pieds. Mais c'est un examen qui ne se fait que quand vous aurez déjà stabilisé votre patient. Donc, vous avez fait une évaluation primaire, le patient est stable, alors là, vous pouvez faire l'évaluation secondaire. Et en faisant cette évaluation secondaire-là, ne pas oublier le dos, ne pas oublier de garder le patient sans vêtements longtemps, de peur qu'il ne fasse une hypothermie. Et après que vous aurez eu tous les éléments, pensez à faire un dossier médical du patient qui sera conforme. J'ai dit et je vous remercie. Coup de chapeau, Dr. Seth Moulongo. Félicitations, ça c'était très pertinent. C'était très pertinent et cohérent. J'espère que tout le monde a bien suivi, tout le monde a aimé. Je sais que même les étudiants qui sont avec nous ont beaucoup bénéficié de ça et ils sont contents parce qu'on a ajouté un plus. Alors, c'est comme j'avais dit au début, on va rester dans le contexte du sujet. On va commenter selon les sujets qui nous est donné aujourd'hui, tout ce qu'on vient d'étudier. Évitons d'aller en dehors du sujet. Et aussi, voilà, on aura 3 panélistes aujourd'hui qui vont commenter et ajouter quelque chose à l'exposé du Dr. Seth Moulongo.
il a été très pertinent, vous avez tous suivi. Il a d'abord rappelé l'évaluation primaire où il a parlé des A, B, C, D, E. Alors, toujours ne pas oublier dans B, chercher la saturation de l'oxygène. Et dans C, comme il a beaucoup insisté, toujours vérifier la tension artérielle et aussi la pulsation. Donc, voilà un peu tout ce qu'il a parlé. Il y a des cliniciens qui font souvent des erreurs, ils commencent à demander qu'est-ce qui s'est passé alors que le patient est en train de se détériorer. Alors, parmi les panélistes, nous allons commencer avec Dr José Panza. Il est maître des stages des urgences à l'Université Saint-Luc de Bruxelles et il est aussi chef de service des urgences au centre hospitalier Mouscron en Belgique. Dr José, si vous êtes parmi nous, vous avez la parole pour votre commentaire et aussi des ajouts par rapport à l'exposé du jour. Alors, bonsoir ou bonjour à tout le monde. Merci pour la parole et merci au docteur Mulongo qui a présenté assez détaillé son speech et je vais juste survoler juste quelques points. Je ne veux pas revenir sur les points qui ont déjà été évoqués, juste survoler certains points qui me semblaient assez pertinents au vu de ce qui a déjà été dit. Je veux juste rappeler un point, ne fût-ce que sur la définition, pour ne pas commettre certaines erreurs. C'est vrai que la définition d'un traumatisé grave, anciennement polytraumatisé, on signifiait que le blessé était porteur de 2 ou de plusieurs blessures traumatiques graves. Et ces blessures ou ces lésions mettaient en jeu le pronostic vital. Et ça nécessitait donc une réaction réanimatoire assez poussée pour contrecarrer tout ce qui est déjà installé. Mais un point qui mérite assez d'attirer aussi l'attention, c'est que le mécanisme ou la violence du traumatisme devait pouvoir être pris en compte parce qu'il y a des lésions qui ne paraîtront pas ou qui n'apparaissent pas du premier coup. Connaître le mécanisme ou la violence du traumatisme tel qu'il est survenu permet de laisser penser que certaines lésions pourraient exister. Et rien que par ce fait-là, ça nous engage à aller rechercher, à aller réexaminer certains points et aller insister sur certains points qui pourraient passer à la trappe. C'est vraiment important ce point. Deuxième chose sur laquelle le docteur Mulongo a insisté, c'est par rapport à l'équipe. Et ça, c'est bien dommage parfois de constater combien notre niveau médical nous permet de souvent jouer au solitaire. Ça, c'est des pathologies tellement graves, tellement chronophages, ça engage tellement d'énergie que le faire seul n'a aucun sens. Il est vraiment important d'insister sur ce qu'on appelle l'équipe. Et l'équipe n'est pas seulement médicale. L'équipe, c'est aussi les infirmiers. L'équipe, c'est aussi les personnes qui peuvent venir aider à tenir les perfusions. Tout ça font partie d'honorer tous ces gens et quelque chose de vital ou d'important à les faire participer. Même les familles sur place, on peut utiliser des passants pour pouvoir donner un certain coup de main. Tous ces gens font partie de l'équipe et notre responsabilité de les engager à cela. Bien sûr, en faisant attention à toute leur émotivité pour ne pas engager quelqu'un qui se mettrait dans tous les sens et viendrait contaminer notre prise en charge. Mais dans l'équipe, il y a une chose que nous ne devons jamais oublier, c'est ce qu'on appelle le team leader. Une équipe ne peut pas s'auto-gérer. Il est important dans chaque équipe qu'il y ait toujours une tête. Quelqu'un qui a une vue générale, quelqu'un qui peut orienter la prise en charge, quelqu'un qui a une vue peut-être dézoomée par rapport à la réalité, qui voit des choses que les gens qui sont impliqués à l'intérieur ne peuvent pas voir.
il est important que dans chaque équipe, qu'il y ait toujours et systématiquement un team leader. Ce n'est pas forcément celui qui est le plus compétent, non. Vous savez, les team leaders, il y a des gens qui ont un sens d'observation, mais qui ne sont pas médecins. Et donc, chacun d'entre nous, nous devons nous connaître où se trouve la place que nous pouvons occuper et être le plus compétent possible. Une chose qui a été dite par rapport au mécanisme primaire, ça suppose, au bilan primaire, ça suppose qu'il y ait une prise en charge médicale sur le terrain. Et ce n'est pas toujours vrai, parce qu'il y a des patients qui arrivent aux urgences, en tout cas pour leur bilan, entre guillemets, secondaire, qui en réalité devient primaire parce que le bilan primaire n'a pas été fait sur les lieux. Donc, ce bilan secondaire doit le plus possible, en tout cas à l'hôpital, doit se faire avec une degré de préparation. Une des choses qui est merveilleuse, en tout cas pour la prise en charge de ce genre de patients, c'est l'anticipation. D'où notre rôle de pouvoir parfois augmenter notre niveau de communication, savoir communiquer. Il y a tel accident, voilà, je prends en charge tel accident, je suis témoin de tel accident, tel blessé va vous être arrivé, il a, sa pare-brise par exemple a été fracassée, on suppose que la tête a touché, ou non, par exemple, il a été éjecté, c'est important de dire, tous ces éléments sont importants, donc notre communication doit aussi augmenter, s'élever. C'est bien sûr, il y a l'évaluation clinique. Et une autre chose qui est importante dans le bilan secondaire, c'est, beaucoup d'équipes le disent, nous ne pouvons faire le meilleur, nous ne pouvons donner le meilleur de nous que dès le moment où nous avons l'habitude de le faire. Ça veut dire que nos équipes, nous devons arriver à nous habituer régulièrement à prendre en charge. Par exemple, un patient qui arriverait dans un état d'hémorragie cataclysmique, on sait déjà, par exemple, quelles sont les personnes qui peuvent se mettre ensemble pour le prendre en charge, parce que ces personnes sont habituées à travailler ensemble. Donc, il y a ce niveau de la meilleure façon, c'est celle qu'on est habitué à toujours pratiquer. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, je reviens en fin de compte sur cette prise en charge secondaire. Et cette prise en charge, je vais juste prendre quelques éléments, je ne vais pas tout revenir, on pourra en discuter plus tard. Il y a une chose qui est importante, c'est que la plupart de ces patients ont une grande variabilité des lésions. Ça tient lieu tant à la localisation de ces lésions qu'à leur gravité. Donc, c'est vrai que beaucoup d'équipes s'habituent à mettre des scores, à trouver des indices, à ceci ou à cela, à scorer certaines choses, à mettre des chiffres sur certaines choses, par exemple comme le score de Glasgow. Mais tous ces scores ne peuvent être pris en charge tels qu'ils sont, simplement parce qu'il y a des déficits d'informations qui peuvent échapper. D'où ces scores ne remplaceront jamais, comme l'a bien dit le docteur Mulongo, ne remplaceront jamais cet examen clinique qui doit être détaillé, qui doit aller chercher la moindre petite bête qui peut échapper, un petit détail, retourner le patient pour aller traquer toute la colonne régulièrement. Tout c'est vraiment important. C'est important que nous nous habituions et ne pas tomber dans le jeu que non, le scanner me rattrapera ou la radio me rattrapera. Non, notre examen clinique doit être tellement bien détaillé. Et ça n'est remplacé par aucun, ni par le score, encore moins par tous ces examens que nous pouvons multiplier à l'infini. Un des derniers points sur lequel je voulais insister, c'est les habitudes que nous avons mis en place. Un polytrauma, par exemple, en tout cas dans l'habitude, ça se gère au minimum, au bas mot, par 4 personnes. Un responsable qui est team leader, une personne qui s'occupe de tout ce qui est circulation hémodynamique, une autre personne qui s'occupe de tout ce qui est respiratoire, intuber et gérer le respirateur
et tout ce qui va avec la saturation et tous les paramètres, et une quatrième personne qui s'occupe de la tête, du neurologique et de tout le reste de la prise en charge. Et ça, c'est quelque chose qui mérite que nous puissions nous habituer à traquer tous ces fonctionnements et que cela devienne notre mode de fonctionnement habituel pour que tous ces patients, nous puissions les récupérer. Et vous savez bien, comme le dit la plupart des papiers qui sortent, 30% de polytraumatisés, en tout cas des traumatisés graves, 30% sont évitables. Et ce qui est évitable ne l'est que parce qu'il y a une mise en place des stratégies de prise en charge adéquates. Et ça passe par quoi? Par les indications chirurgicales qui doivent être posées en temps et en heure, de ne pas avoir des délais trop importants de mise en place de certaines chirurgies ou de certains éléments qui méritent, qui vont avoir un impact vital sur la vie des gens, éviter des erreurs, bien sûr, de réanimation et avoir traqué toutes les lésions qui peuvent être diagnosticables, pas seulement par un scanner ou une radio ou que sais-je, mais qui peuvent être pris en charge parce qu'une clinique adéquate avait été mise en place. Et je terminerai bien sûr par certaines attentions sur les médicaments que nous donnons. Vous savez que tous ces patients méritent beaucoup de médicaments, ils sont consommateurs de beaucoup de traitements. Et tous ces traitements, nous ne pouvons jamais imaginer que tous ces médicaments ont toujours des effets secondaires. Et parfois, certaines choses, c'est nous-mêmes qui les créons par la méconnaissance des drogues que nous mettons en place. Et donc, nous devons vraiment connaître tout ce que nous voulons utiliser. Et le meilleur médicament qui est donné à un patient, c'est le médicament dont la personne qui le donne connaît le mieux, connaît ses effets secondaires, connaît les doses et connaît ce qui peut être provoqué, comment je peux le contrôler. Voilà un peu ce que je voulais remettre un peu sur et on pourra le reste des petits points peut-être discuter avec des questions. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Dr José, pour votre pertinente intervention. Alors, nous allons passer la parole au Dr Jean-Robert Zamouché. Dans l'entretemps, Dr Jean-Paul Voakia est en train de se préparer. Dr Jean-Robert, vous avez la parole. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier l'orateur pour son exposé. C'est pas facile de parler d'un si vaste et si grand sujet tout en restant dans un cadre bien précis. C'est-à-dire qu'il faut être général et se faire comprendre sans aller trop dans les détails. Et c'est un exercice que le docteur Moulongo a excellemment bien fait. Et je vous remercie. Et je vous remercie aussi surtout de nous rappeler les bases du traumatisme, comme en a parlé M. José Panza, mon collègue. En effet, ce que j'aime bien dans vos exposés, c'est que vous allez à la clinique à la base, regardez la langue, regardez le dos, regardez la face. Et ça, c'est très important parce que même nous, ça nous rappelle combien la clinique, mais la clinique dans son fondement est important. Alors, je vais faire quelques petites remarques, pas longues. D'abord, il faut se méfier du cuir chevelu. Simplement, c'est un petit rappel, le cuir chevelu. Lorsqu'on a un trauma crânien, on peut facilement perdre sur le macadam 1 litre par le cuir chevelu. Alors, on emporte le patient, on fait un bonnet d'Hippocrate, on ramène le patient au déchocage. Pendant qu'on s'affaire autour, qu'on regarde le ventre, le thorax et tout, une infirmière change le bonnet d'Hippocrate une deuxième fois. Ça a peut-être aussi été changé durant le trajet et on peut méconnaître une hypovolémie qui vient par le cuir chevelu où le patient peut très bien avoir perdu 1 litre sur le macadam, 1 litre sur le trajet et 1 litre devant nous et 3 litres. On a une réserve de 5 litres. Donc, je vous imagine donc le choc hypovolémique. Se méfier du cuir chevelu, ça nous est déjà arrivé. Alors, on a parlé des circonstances. C'est très important de connaître les circonstances du traumatisme parce que malheureusement, nous nous occupons des en général des polytraumatisés potentiels. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas fait le bilan, nous ne pouvons pas savoir si le patient est réellement polytraumatisé, sauf quand c'est visible, bien sûr, la fracture ouverte ou le choc bien patent. Mais sinon, nous nous occupons des patients potentiels.
Et là, le docteur José Panda a bien dit que justement, la violence du traumatisme doit déjà nous faire suspecter un polytro. Et pour cela, donc, il y a les critères de Mocker de 2003 qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire un patient qui est éjecté du véhicule, lorsque dans un accident, il y a eu un décès, lorsqu'il y a une désincarcération de plus de 20 minutes, lorsqu'il y a une chute de plus de 6 mètres, lorsque c'est un accident de voie publique à plus de 60 km/h, ou quand c'est un piéton ou une moto, dans ce cas-là, jusqu'à preuve du contraire, que le patient ait l'air tout à fait bien ou pas, c'est un polytraumatisé. C'est pour cela qu'il y a des patients qui peuvent venir parfois sur leurs 2 pieds et puis ils vous racontent, j'ai fait un accident, j'ai fait des tonneaux. À partir du moment où il y a des tonneaux, ça doit allumer une loupiote polytro potentielle. Voilà. Et enfin, il y a l'orateur qui a parlé de le fameux débat sur la fracture du bassin, qui était un peu resté question ouverte, c'est-à-dire la ceinture du bassin. Faut-il la mettre ou pas? Quand faut-il la mettre? À partir du moment où dans un polytro, il y a une suspicion de fracture de bassin, il faut mettre cette ceinture. Cette ceinture est maintenant dans le camion du SAMU, ici en Europe. C'est maintenant un accessoire indispensable et on la met dès qu'il y a une suspicion. On n'attend pas la radio ou quoi que ce soit. La seule personne à le faire, je pense que j'en ai déjà parlé, c'est un chirurgien spécialiste du polytro à Los Angeles, Demetrius, mais lui c'est vraiment une sommité et c'est le seul au monde à dire, écoutez, tant que je n'ai pas de radio, je ne mets pas la ceinture. Il en parle pendant les congrès un peu partout, mais c'est vraiment le seul. En général, la règle, c'est on a une suspicion, on met la ceinture. C'est vrai que certaines fractures peuvent être aggravées, mais vu la balance bénéfice-risque, on met la ceinture. Et pour rappel, il y a un papier qui a été fait dans Injury en 2011, qui a été fait par Pinzani. Ce papier comparait le drap que l'on mettait autour du bassin versus la ceinture versus le C-clan, c'est-à-dire la fixation par le clan. Et donc, lorsque l'on compare la mortalité globale avec ces 3 techniques, bien sûr, celui qui a le C-clan meurt moins que celui qui a eu le drap. Donc, c'est-à-dire celui qui va le plus mourir, c'est celui qui a le drap, et puis c'est celui qui a la ceinture, et puis qui a le C-clan. Ça, c'est pour la mortalité globale. Par contre, lorsqu'on va dans la mortalité due au traumatisme pelvien pur, on se rend compte que celui qui meurt le moins, c'est celui qui a la ceinture. Donc, cette ceinture-là, sauf plus même qu'un C-clan, en cas de traumatisme, en tout cas, sauf d'une mort due au traumatisme pelvien. Voilà. Je n'ai pas plus à dire. Je pense qu'on va continuer le reste des débats en cédant la parole aux autres. Merci beaucoup pour ce bel exposé. Merci beaucoup, Dr Jean-Robert. Nous passons la parole au Dr Jean-Paul Wanzou. Oui, merci beaucoup, Dr Kabulo. Je remercie encore le présentateur pour ce bel exposé qui est vraiment précis et concis. Je vais juste ajouter quelque chose, juste quelques commentaires un peu plus pratiques en rapport avec cette évaluation. Lorsqu'on fait l'évaluation des membres et qu'on se retrouve par exemple en présence d'une grande plaie contaminée, pratiquement, il est recommandé de nettoyer cette plaie et de la couvrir avec des compresses imbibées de sérum physiologique en attendant une prise en charge définitive en salle d'opération. Mais il y a quelque chose qui est important et que parfois on oublie. Et actuellement, on recommande, parce que c'est maintenant facile ces jours-ci, tout le monde a un smartphone, beaucoup de gens ont des smartphones dans leur poche, de prendre une photo ou des photos de ces plaies et de faire un pansement de cette plaie avec une compresse imbibée de sérum physiologique et bandée en attendant le traitement définitif en salle d'opération. Pourquoi cela? Parce que
Les ouvertures intempestives de la plaie ne sont pas encouragées, ça encore augmente le risque d'infection, de saignement. Et lorsque la première personne qui a vu la plaie a pris la photo, lorsque le personnel plus senior va venir pour avoir le rapport, on n'aura pas à réouvrir encore la plaie pour l'analyser, planifier. On va juste se référer à la photo qui a été prise. Parce que pratiquement, on a parfois été déçus. Vous allez, pensant prendre en charge cette plaie d'une certaine façon, mais quand vous arrivez, vous ouvrez, vous trouvez les réalités, vous avez besoin, vous vous rendez compte que vous aviez besoin de tel équipement, vous n'aviez pas eu le temps de préparer. Donc, c'est recommandé de prendre juste une photo pendant que vous faites ce pansement-là, en attendant le traitement définitif en salle d'opération. Également, lorsque vous examinez les membres, comme le docteur l'a dit, lorsque vous découvrez qu'il y a une luxation évidente, par exemple au niveau de la cheville qui est totalement déboîtée, ce n'est pas recommandé d'attendre la radiographie pour confirmer cela avec la radiographie afin de réduire. Parce que le plus vous retardez, plus vous aggravez les complications. Donc, juste une traction et remettre cela, et cela est très important parce que parfois en pratique, on voit que les gens ont vu une luxation très évidente de la cheville, je ne sais pas, du coude ou quoi. On a laissé cela, on a voulu attendre que cela soit confirmé à la radiographie pour maintenant planifier et réduire. Et plus on retarde cela, plus on augmente les chances des complications. Il y a aussi une situation particulière où vous voulez examiner le cuir chevelu. Là, il arrive de fois qu'il y a des patients qui sont arrivés avec un casque à la tête et vous devez enlever ce casque pour faire un examen. Il faut vraiment être prudent dans les manipulations pour enlever ce casque-là. Parce que parfois, quand vous ne savez pas comment vous y prendre, vous risquez d'aggraver les lésions cervicales. Si vous n'êtes pas sûr, c'est mieux de se faire assister parce qu'il faut qu'il y ait une personne pour maintenir le cou en position neutre pendant que l'autre personne est en train d'enlever le casque et de remettre les choses qui stabilisent le cou. Cela est vraiment important. Il y a eu des gens qui ont aggravé les lésions cervicales en essayant d'enlever un casque, un polytraumatisé qui vous est arrivé avec un casque. Maintenant, je veux également ajouter quelque chose concernant l'imagerie médicale. Ça joue un rôle important dans la prise en charge quand vous avez déjà stabilisé le patient et faire une investigation approfondie. Si vous êtes dans le contexte de polytraumatisme, comme le docteur Robert l'a expliqué, parce qu'il faut déjà connaître ce concept, quel est un malade polytraumatisé. Il y a des examens d'investigation qui sont obligatoires. Il y a 3 examens de radiographie qui sont obligatoires. Par exemple, en étudiant le mécanisme de l'accident, comme le premier intervenant l'a dit, une voiture qui a fait tonneau, tu vois, ce sont des mécanismes haute énergie. Il y a 3 investigations de radiographie qui ne doivent pas manquer chez tout polytraumatisé. Il y a la radiographie du cou, la radiographie du thorax et je pense qu'on en a parlé. Manquer de demander ces examens-là, c'est quelque chose, c'est une faute. Mieux vaut un peu pécher par excès pour exclure, parce que les grandes lésions qui peuvent ou qui menacent la vie du malade sont à ce niveau-là. On appelle ça trauma series. Donc, radiographie de la colonne cervicale, radiographie du thorax et radiographie. Après avoir fait votre examen clinique, si vous avez des suspicions d'une hémorragie interne abdominale, il est recommandé de faire
cette échographie rapide qui se fait aux soins des urgences, qu'on appelle le fast scan. C'est un examen d'échographie que le médecin aux urgences est appelé à faire et à maîtriser, pas nécessairement un radiologue, un chirurgien, un médecin généraliste peut être entraîné comment faire cela. L'objectif, c'est de rechercher les fluides dans les 4 coins de l'abdomen, les 2 hypochondres et les fossés iliaques, de rechercher un fluide. Quand vous voyez un fluide, vous suspectez déjà une hémorragie interne. On appelle ça fast scan, Focus Assessment with Sonography in Trauma. C'est quelque chose qui doit être apprise par les médecins qui travaillent dans les services des urgences. Et cela ouvre une parenthèse en ce qui concerne l'organisation de l'unité des urgences. Si réellement vous êtes dans un grand hôpital qui reçoit un grand nombre de traumatisés, et si l'hôpital a vraiment les moyens, il faut faire un lobby d'avoir une unité de radiologie qui est attachée au service des urgences, parce que vous avez des grands nombres de traumatisés que vous recevez fréquemment. Alors, si l'hôpital a les moyens, il faut, parce que le premier intervenant parlait de l'organisation, en fait, ça manque beaucoup. Parce que ces examens d'imagerie, on a besoin de les avoir le plus rapidement possible. Et il y a de plus en plus ces jours-ci le concept des unités de radiologie d'urgence qui sont associées au centre des urgences. Au lieu de pousser encore le malade, je ne sais pas, au 5e étage pour faire tel examen et le ramener, le tout doit être concentré au même endroit. Pour les examens de radiographie, c'est recommandé d'utiliser un appareil portatif qui est là dans la salle de réanimation, où on fait le tout pendant que le malade est sur son lit parce qu'on utilise radiographie portative et l'échographie. Et parfois, dans des centres développés, on n'a même pas à attendre d'imprimer le film, on projette l'image sur l'écran et on voit déjà ce qu'il y a et on prend des mesures. Actuellement, dans des centres très avancés, malheureusement, ce n'est pas chez nous, avec l'équipement avancé et un niveau d'organisation très élevé, les trauma centers de premier niveau, ils commencent de plus en plus à recommander le scanner de tout le corps comme un gold standard. Eux, ils ont ces moyens-là pour ne pas rater. On fait tout ça d'un seul coup, mais malheureusement, chez nous, nous n'avons pas ce genre de luxe. On peut se contacter de ces traumacies, radiographie du cou, radiographie du thorax et du bassin, ou alors guidé par votre examen clinique minutieux. C'est un peu ça concernant l'imagerie médicale. Il y a quelque chose, j'ai un collègue qui était en train de faire une étude là, mais il y a aussi des études. Il y a une étude qui a été publiée en 2011. Quand vous suspectez une hypertension intracrânienne et que peut-être il n'y a pas de scanner, il y a un examen qui donne une sensibilité de 90% et une spécificité de 95% où on utilise juste l'échographie oculaire pour rechercher le diamètre de la gaine du nerf optique pour vous confirmer que vous êtes en présence d'une peut-être hypertension. Mais là, ça demande un radiographe qui est formé, qui est là. Il y a des études qui sont faites pour faire de ça une alternative pour confirmer l'augmentation de la pression intracrânienne. Et un peu, ce sont les petits commentaires que je voulais ajouter par rapport à cette présentation qui était vraiment très excellente et j'apprécie cela. Merci. À vous la parole, Dr Kapulu. Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Merci beaucoup pour tout. Merci Dr José Panza, merci Dr Jean-Robert et Dr Jean-Paul. Nous demandons à ceux-là qui sont ici pour la première fois de laisser leur nom, adresse email s'ils veulent avoir le certificat de participation. Comme ça, ils peuvent nous laisser les coordonnées. Voilà, docteur, on va passer maintenant à la discussion. Je vais donner la parole à quelques intervenants avant de donner maintenant la parole à tout le monde. Et voilà, docteur Jean-Robert a beaucoup insisté sur l'histoire et surtout sur les saignements. Il a dit que quelqu'un peut avoir une lésion au niveau du cuir chevelu, il peut perdre 1 litre avant ou bien 1 litre pendant, et ainsi de suite. Et là, souvent, on recommande toujours de demander aux malades parce qu'ils ne peuvent pas estimer. Si vous ne connaissez pas, si le malade ne connaît pas comment estimer, vous pouvez lui demander en termes de gobelets, combien de gobelets de sang avez-vous perdu lors de l'accident?
Et vous-même, vous connaissez déjà un gobelet, c'est entre 200 à 250 millilitres. Vous avez l'idée de combien le malade a perdu. Et aussi, docteur Jean-Paul a parlé de photos. C'est aussi médico-légal pour les photos. Alors, c'est toujours mieux de demander l'autorisation si votre malade est coopérant. Vous demandez l'autorisation avant de prendre la photo parce que c'est médico-légal. Et si le malade n'est pas coopérant, il y a les membres des familles, par exemple, qui sont là. Vous leur demandez l'autorisation avant de prendre la photo pour que ça ne puisse pas vous tourner après. Il a aussi parlé du scanner cliniquement, on peut faire l'écho oculaire et autres, oui. En neurochirurgie, nous aidons aussi de la clinique pour déterminer de quel côté la lésion est. Par exemple, si c'est un malade qui a un traumatisme crânien, quand il vient et que vous vérifiez de quel côté il y a la dilatation de la pupille, c'est de ce côté-là où il y a la lésion. Et si les deux pupilles sont dilatées, vous demandez quelqu'un qui a examiné le malade avant vous, est-ce que quelle pupille a commencé par se dilater? Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui a vu le malade avant vous et que les deux pupilles sont dilatées, il faut chercher du côté où il y a la lésion externe. C'est de ce côté-là où il y a la lésion. Et s'il n'y a pas, et surtout si vous planifiez, c'est chez nous en Afrique où il n'y a pas, par exemple, des scanners disponibles à tout moment, et que vous n'avez pas de lésion externe et les deux pupilles sont dilatées et fixées, et que vous n'avez pas aussi de scanner, vous voulez faire une craniotomie exploratrice, là, il faut commencer par les lobes dominants. Vous décomprimez les lobes dominants. Donc, voilà un peu. Nous allons passer à la discussion. Je vais donner l'ordre, mais ça sera juste 2 minutes à chacun. Donc, on va commencer par Dr Aubry de la France. Et après, ça sera Dr Christophe Kalenga de l'Afrique du Sud. Après, ça sera Dr Paulin Kachacha de la France et Dr Balou Constant avant d'aller à tout le monde. Présentement, nous passons la parole à Dr Aubry pour 2 minutes. Merci beaucoup à tous. Merci, monsieur le modérateur, de me donner gentiment la parole. Je voulais évidemment remercier notre premier intervenant pour ce topo difficile qui est l'évaluation secondaire. Peut-être réinsister sur ce qu'il a bien souligné, l'importance de la clinique et l'importance quand on le reçoit dans une deuxième équipe, dans un deuxième service, de ne pas hésiter à refaire le point dès le départ et à reprendre l'histoire dès le début, puisque le problème de l'évaluation secondaire, on l'a assez facilement quand on reçoit un patient qui nous est transféré et qui a déjà eu un premier bilan, c'est d'être sûr de ne pas oublier des informations initiales auxquelles on n'aura plus forcément accès dans un deuxième temps. Donc vraiment, l'intérêt de reprendre cet interrogatoire sur comment ça s'est passé, essayer de refaire l'histoire la plus complète possible, une fois évidemment, on l'a bien dit, que l'évaluation et la stabilisation urgente est passée. Donc le topo est difficile parce que l'évaluation secondaire, c'est en effet ce qu'il a bien souligné, c'est un examen de nouveau complet, reprendre cette histoire, s'astreindre à ne pas avoir de préjugés pour ne pas oublier et ne pas omettre des lésions qui ont pu passer inaperçues parce que pas vitales initialement chez un polytraumatisé qu'il fallait absolument stabiliser pour lui sauver la vie. Dans l'évaluation secondaire, il va falloir tout passer en revue pour en effet limiter le plus possible les lésions fonctionnelles. Donc l'importance de la clinique, on l'a bien vu, la clinique, c'est quel que soit notre niveau d'hôpital où on travaille, tout le monde, tout médecin doit pouvoir faire un examen clinique complet qui pourra guider évidemment la demande d'examens complémentaires qui seront eux évidemment fonction de là où on travaille et de ce que l'on peut fournir. Je vais sortir ma petite casquette de pédiatre. Vous rappelez que l'évaluation secondaire chez l'enfant, si on en a les moyens, si on a un radiologue pédiatre, c'est beaucoup mieux de la faire en échographie qu'en scanner. Alors, il faut avoir évidemment des radiologues compétents en échographie pédiatrique. Je vous rappelle que le scanner est pas un très bon examen chez l'enfant puisqu'il n'y a pas de graisse intra-abdominale ou très peu, même chez les enfants obèses par rapport aux adultes. Donc, du coup, il n'y a pas de contraste spontané. Et il y a différents temps, entre autres, les temps artériels sont beaucoup plus précoces. Donc, ça demande quand même ça demande une adaptation de ce qu'on connaît chez l'adulte qui n'est pas si facile que ça. Et c'est un examen qui peut être pris en défaut, contrairement évidemment à l'intérêt qu'il peut avoir chez l'adulte. Voilà, je voulais juste avoir cette petite précision-là. Quand on peut, c'est très bien d'évaluer très vite les enfants en échographie, surtout si vous avez eu un scanner initial pour pouvoir comparer
puisque vous savez que les radiologues ont horreur de comparer un scanner à une échographie. Donc, si on a un scanner initial, dès qu'on reçoit le patient dans son évaluation secondaire, on lui fait des échographies de là où sont les lésions, afin de pouvoir assurer le suivi en échographie et donc de limiter les irradiations qui sont quand même très lourdes chez les polytraumatisés quand on en a besoin, puisqu'il y aura peut-être des scanners à faire secondairement, mais de manière du coup plus ponctuelle pour limiter là encore la répercussion de ce qu'on va faire chez l'enfant. Voilà, je voulais juste cette petite précision parce que voilà, l'enfant, vous le savez maintenant, c'est ma spécialité. Et remercier encore les intervenants pour ce topo pas si facile, loin s'en faut, de l'évaluation secondaire du polytraumatisé. Merci beaucoup, Dr. Aubry. Avant de passer la parole à Dr. Christophe Kalenga, s'il est avec nous, Dr. Moulongo, il y a des questions pour vous dans le chat. On dit pour la surveillance de l'état de conscience des patients, combien de fois et à quelle fréquence répéter le score de Glasgow? Là, vous allez répondre après la discussion. Donc, c'est Dr. Caleb Serge qui pose la question. Et puis, il reprend encore la deuxième question. Il dit aussi pour la réduction immédiate d'une luxation. Que faire sur le plan médico-légal si on ne passe pas d'abord à une radiographie? Donc, ce sont les questions. Vous allez répondre après la discussion. Voilà. Si Dr. Christophe Kalenga de l'Afrique du Sud est avec nous, il peut faire son commentaire dans 2 minutes. S'il n'est pas là, nous passons la parole au Dr. Paulin Kachacha de la France pour son commentaire et ajout. Alors, bonsoir tout le monde. Allô? Allô, allô? Oui, on vous entend. Oui, allô. On vous écoute. Oui, d'accord. Ben, merci beaucoup, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Et je remercie également le docteur Moulongo, bon, qui a fait un topo très difficile pour répondre les mêmes propos que les autres intervenants. J'ai pris beaucoup de notes, mais bon, 2 minutes, je pense que ça sera vraiment pas assez pour discuter de tout ce que j'ai noté. Vous pouvez aussi prendre les minutes du docteur Christophe Kalenga comme il n'est pas avec nous. Vous pouvez prendre aussi ces minutes. Bon, bah alors, la première question que je vais poser au docteur Moulongo, c'est, en fait, il y a un truc que je n'ai pas très bien compris, c'est la différence entre l'EVDA et le Glasgow. Bon, ça, on pourra peut-être noter pour qu'il me fasse la réponse tout à l'heure. J'ai précisé simplement que moi, je suis un médecin du préhospitalier. Bon, je crois que malheureusement, j'ai une déformation professionnelle par rapport à tout ça. C'est vrai que pour ceux qui connaissent le système de fonctionnement de SAMU en France, il y en a également en Belgique et un petit peu en Espagne aussi. Nous, quand on arrive sur les lieux de l'intervention, les lieux de l'accident, en fait, on fait vraiment de la tête aux pieds, mais ça, on le fait de manière systématique. Ça ne veut pas dire qu'on détecte tout. Nous avons la FASTECO, nous avons des hôpitaux qui fonctionnent de la façon dont le docteur Panza a décrit tout à l'heure. C'est vrai qu'il a fait allusion, tout du moins, à une organisation qui consiste à dire quand on arrive, le patient arrive, vous avez un team leader, et ça c'est la vérité. Et les team leaders, la plupart du temps, chez nous ici, à part pour les hôpitaux militaires bon, qu'on connaît ici, mais enfin pour les hôpitaux publics, les grands hôpitaux de chez nous, c'est vrai qu'il y a ces team leaders sont d'une manière générale, globalement c'est un anesthésiste réanimateur qui pilote et qui chapeaute tout le monde. C'est une équipe qui est constituée notamment en fonction des lésions, du bilan lésionnel qui est annoncé. Quand le patient arrive avec l'équipe SAMU, on va trouver là-dedans déjà l'anesthésiste réanimateur donc, qui chapeaute tout. Il va y avoir le chirurgien viscéral, il peut y avoir également l'orthopédiste, et en fonction du contexte, de la circonstance et des circonstances de l'accident, les neurochirurgiens, enfin il y a toutes les spécialités qui sont représentées. Ça fait partie de ce qu'on appelle les traumacentraires, auxquels le docteur Jean-Paul avait fait allusion tout à l'heure. Donc, voilà, ça c'est moi, en fait, c'est mon souci à moi, c'est de dire l'évaluation secondaire, je suis désolé, mais voilà, je suis plus là en fait pour faire cette évaluation secondaire. Parce que moi, j'ai fait l'évaluation primaire, parce que je suis sur le lieu de l'accident.
je vois la cinétique, je vois la violence, je vois la carcasse soit de la bagnole ou de la moto, ou peu importe, ça peut être quelqu'un qui est tombé, qui a fait une chute très importante. Peu importe le mécanisme de la survenue du polytraumatisme, mais voilà, mon évaluation, il est primaire. Mais je reste tout à fait humble en disant je peux très très bien passer à côté parce que j'ai pas les rayons X dans les yeux, j'ai pas le scanner dans mon camion et donc voilà, il est tout à fait possible qu'effectivement on passe à côté. Maintenant, c'est vrai que cet examen, qui est un examen clinique complet, j'insiste, c'est bien complet, qui part mais vraiment des cheveux jusqu'aux ongles des orteils, mais on ne met aucune partie du corps. C'est vraiment quelque chose que l'on fait de manière systématique, de façon globale et de manière répétitive pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Et entre autres, parce qu'il a insisté, et je l'en remercie aussi, parce qu'il a insisté sur les hémorragies occultes. Et il est vrai qu'effectivement, les hémorragies occultes, la plupart du temps, ce que l'on observe, c'est effectivement ces hémorragies avec des bassins qui sont instables et pour lesquels, merci là aussi Jean-Robert, qui a rappelé une notion très importante qui est celle du port de la ceinture pelvienne, qui est devenu un objet qui nous permet notamment, mais qu'on dispose déjà dans les ambulances de réanimation, en tout cas pour ici en Europe, et que l'on met systématiquement quand la cinétique, quand le choc est extrêmement violent, on n'hésite même pas, on ne se pose même pas la question, et les placer quasi systématiquement. Donc, vous voyez, et ça fait que, bah, effectivement, sur cet examen primaire, sur l'évaluation qui a fait un examen clinique d'emblée, bon, alors après, une fois que nous, on a stabilisé sur les lieux de l'accident, parce que tout ce que le docteur Moulongo et tout ce qu'on a déjà dit sur le polytraumatisé, je ne vais pas revenir là-dessus parce que bon, je pense que tout le monde le sait maintenant, on les fait et une fois qu'on a stabilisé effectivement le patient, eh ben, on va le diriger soit par voie terrestre, soit par voie héliportée, peu importe le moyen, et on va arriver avec au trauma center, et c'est donc l'équipe du trauma center qui récupère le patient, qui nous le vole en quelque sorte, parce que c'est notre patient nous, mais enfin bon, on est bien obligé de leur passer, donc de leur passer la main, et à partir de là, bah, nous en fait, c'est quand même, c'est extrêmement frustrant, parce que de tout ce que vous dites, vous avez sans doute vous, la possibilité de refaire un examen, une évaluation secondaire, mais que nous, gens du SAMU, quand on n'est pas dans le service d'urgence et recevoir quelqu'un ou peut-être quelques personnes qui peuvent arriver comme ça par leurs propres moyens, avec leur bagnole accompagnée par des gens de la famille ou des potes, et ben, on n'a pas le temps de faire cette évaluation secondaire. C'est très frustrant, je dois le reconnaître. Mais enfin bon, voilà, il n'empêche quand même que bah, le boulot que l'on fait, c'est un boulot parce que nous, on est vraiment en amont de tout. Dès qu'on prend en charge, quelqu'un a parlé tout à l'heure de contacter l'hôpital pour déterminer ce pourquoi le patient arrive, et effectivement, c'est ce qui se passe. C'est vrai qu'on va prendre notre téléphone et faire ce qu'on appelle un bilan. Un bilan, c'est en fait un compte rendu. Voilà, je suis à tel endroit, sur telle route, il y a eu un accident qui a impliqué autant de bagnoles, ou une bagnole seule, ou une moto, peu importe. Et voilà, mon patient, la victime, a ça. Il y a un traumatisme crânio-maxillofacial. On détermine, il y a une tétraplégie. Enfin bon, vous voyez, en fait, on va déterminer tout. Et à partir de là, le collègue qui est au SAMU, lui, va répercuter cette communication avec le bilan lésionnel qui est fait par nous, docteurs, équipes qui sommes sur les lieux d'accident, pour dire il y a ça et ça. Et bah, à ce moment-là, les collègues qui sont à l'hôpital se préparent à la réception du patient, de la victime, avec tout ce qui est décrit comme étant mais un bilan lésionnel complet. Voilà, je n'aurai pas le temps sans doute de dire. J'ai pris énormément de notes de tout ce que vous avez, de ce le modérateur avait raconté, mais bon, peut-être que ça viendra à une autre occasion, je l'espère. Je vais juste reprendre une notion sur la prise en charge psychologique des gens qui ont été traumatisés. Je ne sais pas si on a parlé du traumatisme psychologique des victimes. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine réunion.
je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans le détail. J'ai trop de notes. Moi, j'adore la discussion médicale, mais l'ennui, c'est que bon, je ne peux pas monopoliser la parole et qu'il faut bien la laisser à d'autres. Mais il est évident que oui, sur la ceinture pelvienne, sur la répétition, sur les rappels des critères de Mocker et sur même les critères de Vittel. Merci Jean-Robert, parce que c'est vrai, le trauma du bassin, c'est quelque chose de... Un bassin, il prend 5 litres de sang. C'est au minimum. Un bassin qui est instable, c'est 5 litres de sang à traumatisme du bassin. Et donc ça, si on n'a pas fait attention, l'hémostase, il faut aller faire une artério-embolisation. Et sans doute, il faut déjà commencer les transfusions et tout ce qu'on sait faire. Mais voilà, s'il y a un geste qui va sauver, c'est passer en radiologie interventionnelle pour faire une artério-embolisation et ce qui permettra de sauver le patient. Bon, je vais m'arrêter là avec quand même malgré tout un goût amer parce que j'ai plein de notes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Je suis vraiment désolé, mais voilà. Bon, ça, on en parlera probablement une prochaine fois. Donc, je vais dire ça comme ça. Et merci beaucoup, Dr. Paulin. Merci pour tout. Avant de passer à la réponse, donc aux réponses des questions posées, donc Dr. Moulongo va répondre, mais je donne d'abord la parole au Dr. Roger Bama de la France, s'il peut aussi donner ses commentaires et ajouts dans 2 minutes, et puis on va passer maintenant à la réponse des questions, et par après, on va maintenant donner la parole à tout le monde, celui qui a une question peut poser. Docteur Roger, vous avez la parole. Est-ce que Docteur Roger est parmi nous? Voilà, s'il n'est pas parmi nous, Docteur Seth Moulongo, vous avez la parole. C'est bon? Ok, ça va, allez-y, allez-y. Oui. Bonjour à tous. Mais bon, vous connaissez mes difficultés sur le plan technique. Là, donc, je suis content d'avoir réussi à me connecter aujourd'hui. Donc, ce que je peux dire, je suis content de pouvoir d'avoir assisté à cette présentation, à cette réunion très intéressante. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et puis surtout sur l'examen secondaire qui a été, la prise en charge secondaire qui a été faite par notre collègue et je trouve ça très intéressant. J'ai trouvé intéressant aussi les interventions des uns et des autres, notamment quand on a insisté sur l'examen clinique. L'examen clinique qui est vraiment la base et la pierre angulaire de toute prise en charge. C'est la meilleure façon, tout commence par là et à partir d'une bon examen clinique, on peut bien orienter le reste, l'examen complémentaire et même le malade et puis le traitement qu'on pourra mettre en place. Alors moi, je me suis pas présenté parce que moi, je suis plutôt chirurgien. Je travaille dans le service d'urgence traumatologique de l'hôpital des Nanterre. Et on prend en charge souvent des accidentés. On ne fait pas des malades graves, mais ça nous arrive d'en prendre de temps en temps. Et donc, je voudrais réagir sur les risques de saignements sanguins importants qui a été soulevé par le docteur Zamouché. Je dis que c'est en fait justement par rapport au pansement qu'on refait plusieurs fois et qui risque même d'aggraver les saignements au service d'urgence, l'attitude personnelle que j'ai et qu'on essaie de partager avec nos collègues pour des malades de ce type, en général, on demande assez que les pansements ne soient refaits que par le médecin, donc le senior de chirurgie quand il arrive, parce que sauf si le pansement n'est pas bien fait, s'il y a beaucoup de sang dans les pansements, là, on peut aller rapidement sur la plaie. Mais sinon, on ne peut ouvrir le pansement que quand le médecin est là. Et comme ça, on évite encore d'autres pertes sanguines. Deuxième chose, c'était sur le traumatisme, le risque d'aggraver les lésions du rachis cervical.
personnellement, je ne peux pas faire enlever la casquette sans avoir examiné le rachis cervical d'abord. Donc, je ne peux pas, j'examine les rachis cervicales, comme ça, je m'assure que toute mobilisation que je pourrais faire au niveau de la tête, au niveau du cou, qui peut intéresser le rachis cervical, ne va pas aggraver une lésion existante. Donc, c'est une précaution qu'on prend d'habitude. Je ne sais pas, parce que c'est le docteur Coinzo qui a parlé de cette précaution-là. Je voulais entendre son avis sur mon attitude. Ensuite, pour terminer, je suis tout à fait d'accord avec lui sur la proposition d'avoir le service de radiologie aux urgences. Il y a des services qui sont organisés comme ça. C'est une bonne chose, ça raccourcit le temps de prise en charge et voilà. Mais tous les hôpitaux n'ont pas de moyens, c'est ça le problème. Attendant les prochaines réorganisations qui vont se mettre en place. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, cher docteur Bama. Voilà, nous sommes derrière le temps. On va passer la parole au docteur Seth Moulongo pour répondre à quelques questions. Et après, on va demander s'il y a quelques personnes qui ont des questions. Ça sera juste 1 minute par personne parce que nous courons derrière le temps. Docteur Seth Moulongo, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Kaboulou. Par rapport aux questions, j'ai reçu 3 questions. Une question concernant la différence entre le EVDA et le Glasgow. Une deuxième question concernant la surveillance du patient traumatisé. Combien de fois on doit surveiller, on doit faire le Glasgow chez un patient traumatisé? Et la troisième question, c'est plus un problème médico-légal chez un patient avec une luxation chez qui on a fait la réduction. Est-ce que si sans radio, il n'y aura pas de problème sur le plan médico-légal? Je vais commencer par le EVDA et le Glasgow. La différence, d'abord, c'est que nous connaissons des deux, c'est que ce sont des examens qui nous permettent d'évaluer l'état de conscience du patient qui est traumatisé. Tout simplement, le EVDA, qui est une évaluation rapide de cet état de conscience, ça s'est fait pendant l'évaluation primaire. Et c'est quoi le EVDA? Le EVDA, c'est l'évaluation de l'état du patient, s'il est éveillé ou pas. C'est ça le E. Le V, c'est est-ce que dans la réaction, c'est quel type de réaction vous avez? C'est une réponse verbale. S'il n'y a pas de réponse verbale, quel est le type de réaction que vous avez? Est-ce que le patient a agi en faisant un mouvement et le mouvement qu'il a fait, c'est à la douleur? Ça, c'est au D. Et à A, c'est quand il y a absence de toute réaction. Vous comprenez qu'avec les EVDA, il n'y a pas de cote. Mais au moins, vous serez en mesure de déterminer plus ou moins si vous êtes devant un patient qui est conscient, qui est lucide, ou bien c'est un patient qui est déjà en coma ou qui a déjà perdu connaissance. Contrairement au Glasgow, le Glasgow, c'est un score avec des cotations. Et ces cotations-là permettent de déterminer l'état de gravité de notre traumatisme. Et c'est en fonction de cet état-là de gravité du trauma que vous allez le prendre en charge. On sait très bien que tout patient avec un Glasgow inférieur à 8, ça signifie que vous êtes devant un traumatisme crânioencéphalique qui est sévère, doit nécessiter une intubation, par exemple. Et ça, on le fait avec le Glasgow. Et le Glasgow, ça prend beaucoup de temps
que le FDA. Donc, c'est un peu ça la différence qu'il y a. Le FDA se fait pendant l'évaluation primaire, tandis que le Glasgow, ça se fait pendant l'évaluation secondaire, quand vous avez tout le temps. Et par rapport à la surveillance de ces Glasgow, Dr Audrey a répondu et elle a dit que chez le patient avec un Glasgow, il est arrivé à 15. Ces Glasgow-là peuvent être évalués toutes les 3 heures pendant les premières 12 heures. Mais chez un patient qui présente déjà un traumatisme crânio-encéphalique, ces Glasgow-là se contrôlent aux urgences, je crois, toutes les 30 minutes. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'évaluer votre prise en charge et aussi de voir si un patient qui avait un traumatisme crânio-encéphalique qui était léger au début, il ne s'enforce pas. C'est en tout cas toutes les 30 minutes au départ que ce Glasgow-là est pris. Jusqu'à ce que vous serez rassuré ou bien vous allez le prendre pour une intervention ou pas. Mais c'est vraiment toutes les 30 minutes. Et c'est toutes les 30 minutes-là, ça s'est fait, ça c'est aux urgences et ça va vous permettre de prendre une décision pour la suite. Par rapport à ce qui est de la luxation, c'est un problème médico-légal. Là, je vais répondre à ma façon, parce que là, ça va dépendre maintenant d'un milieu à un autre. Nous devons savoir que devant les luxations, plus on prend le temps de faire la réduction, plus ça sera difficile de garder, de conserver le membre luxé dans un état normal quand on va faire la réduction, avec l'accumulation de toutes les hématomes qui peuvent aller dans des cavités. Et c'est pourquoi on conseille même de faire cette réduction-là le plus tôt. Pour ce qui est du problème médico-légal, bon, on a besoin, c'est vrai, de justifier si le patient avait une luxation ou pas, mais il y a aussi, ça c'est aussi un problème, mais il y a ce qui est prioritaire pour le patient, je crois que c'est une meilleure prise en charge. En tout cas, pour moi, c'est ce qui est prioritaire. Et ça, c'est une réponse qui est personnelle. Je ne sais pas s'il y aura d'autres avis par rapport à ça. Merci oui, beaucoup, docteur Seth Moulongo. Merci aussi. J'ai quelque chose à ajouter par rapport à cela. Ça va, merci beaucoup. Je voulais juste donner un communiqué. Merci beaucoup au docteur Aubry Massestel pour avoir répondu à d'autres questions sur le chat. Donc, il y a des questions que nous n'allons pas reprendre parce que le docteur Aubry a déjà répondu dans le chat. Docteur Jean-Paul, vous avez quelques secondes pour commenter. Oui, je vais juste ajouter à ce que le docteur vient de dire. Il a bien dit, lorsqu'on fait l'examen secondaire des membres, on fait un examen minutieux. Il y a des cas où vous êtes en face des déformations évidentes d'une luxation. Par exemple, une luxation postérieure du genou, une luxation très sévère de la cheville, une luxation de la hanche. Les minutes sont comptées. Vous n'allez pas attendre 1 heure, 2 heures de temps pour envoyer le malade à la radiographie pour confirmer cela et réduire. Vous augmentez les risques de complications. Par exemple, pour le genou, si l'artère poplitée, la veine sont comprimées, il y a beaucoup de risques. Nous avons eu des cas où le malade, on a constaté une luxation 1 jour après son admission parce que les gens s'étaient concentrés à autre chose et attendaient la radiographie. Et le membre a été sacrifié. Donc, à moins qu'il y ait des signes où il y a des doutes, où vous faites vite pour avoir une radiographie et savoir comment y aller, ou que vous ne connaissez pas les techniques, comment faire, ou vous avez essayé, ça a échoué. Mais lorsque vous avez une déformation évidente, c'est vraiment évident, il n'y a pas de doute. Vous n'allez pas attendre votre radiographie pour réduire. Et dans notre centre, je me rappelle, donc lorsqu'on découvre une radiographie pareille avec une luxation évidente que vous n'avez pas réduite aux urgences avant de l'amener
à la radiographie, c'est un problème. Au contraire, c'est un problème, mais non sur vous, non sur le patient. Donc, dans voilà, notre docteur centre... vous avez mis de l'essence dans les feux. Vous voyez qu'il y a trop d'intervenants. Docteur Jean-Paul, merci beaucoup. On a quelques minutes pour arrêter. Docteur Seth-Moulong, vous avez vu, ça c'est en tout cas très pertinent, un sujet qui fait débat. Alors, je voulais juste encourager les étudiants qui sont avec nous. Est-ce qu'il y a un étudiant qui a une question à poser avant de clôturer? Est-ce qu'il y a un étudiant qui a une question? Voilà. Docteur Ehanga, en fait, avez-vous un commentaire? Ok. Justin, allez-y. C'est docteur Justin. Je fais les fellowships en chirurgie générale à Tanzanie, à Moshi, KSMC Oui. Hospital. En fait, j'aimerais seulement ajouter un peu d'éclaircissement par rapport à trois choses. La première chose, faire la radiographie, quand bien même on pense qu'il y a une luxation, c'est juste pour chercher à exclure qu'il n'y a pas une fracture et chercher à faire maintenant une réduction. Parce que s'il y a une fracture, la prise en charge sera aussi différente que s'il n'y en avait pas. Et deuxième chose, là où je aimerais donner un peu d'éclaircissement, c'est par rapport aussi au syndrome de Loge. Quand on a le syndrome de Loge, les signes d'alarme qui viennent toujours avant les autres, c'est la douleur, une douleur qui persiste malgré les analgésiques qu'on peut donner, les analgésiques ordinaires, et quand bien même on peut mobiliser le membre sous attelle, il y a toujours la douleur qui persiste. Et voilà un peu par rapport aussi au pelvic binder, et donc la ceinture pelvienne qu'on peut mettre. La façon de poser la ceinture, c'est la mettre au niveau des régions trochantériennes. Donc voilà, c'est la meilleure façon de poser cette ceinture-là. Ok, voilà mes trois interventions que je voulais juste éclaircir. Merci. Allô? Vous constatez que c'est... Merci beaucoup, docteur Justin. C'est comme vous voyez que le sujet est très intéressant. Nous avons un groupe WhatsApp, on peut toujours continuer à discuter là-bas. Docteur Ehanga, je vous donne la parole si vous avez quelque chose à parler et puis on va clôturer. Oui, merci beaucoup, docteur Kabulo. Merci beaucoup, docteur Moulongo, pour la présentation de ce soir et merci à tous les intervenants qui ont contribué pour la réussite de cette séance ce soir. Ici, nous voulons voir si docteur Joseph Siala est avec nous. Kabulo, vous pourriez lui donner peut-être 1 minute ou 2 minutes pour juste lui dire un mot. Il a aussi des choses à dire ici. Et on voulait aussi porter à l'attention de tout le monde que par moment, il y a des gens qui se voient rester en dehors de la conférence. Et on voulait demander à tout le monde si nous pouvons chaque fois entrer dans la conférence dans les premières 20 minutes de la conférence. Et là, on se retrouve dans la salle de la conférence, mais quand on vient après, on est obligé à rester dehors de la salle de conférence et nous nous excusons pour cela parce qu'il y a des gens qui sont restés dehors aujourd'hui. J'ai vu Dr Balaka qui n'a pas pu accéder à la salle de conférence et elle était déjà bouclée. On a essayé de vous faire entrer, mais apparemment ça n'a pas réussi. Si nous pouvons chaque fois entrer avant le temps et ça nous aidera tous. Nous disons grandement merci à tous les intervenants et à toutes les personnes qui sont arrivées aujourd'hui pour la première fois. Et ici, nous ne pouvons pas terminer toute cette matière. Il y a encore d'autres séances qui vont reprendre les autres sous-thèmes et peut-être les autres réponses, les autres questions retrouveront les réponses dans ces interventions-là. Alors, je ne vais pas beaucoup parler. Je donne la parole au modérateur qui donne la parole au docteur Joseph Siala, qui va dire juste un mot. Docteur Joseph Siala, je rappelle, il est président de Recotroma. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. J'ai suivi la présentation d'aujourd'hui, de très intéressante. J'ai beaucoup aimé qu'on insiste sur l'organisation à mettre en place pour prendre en charge
les polytraumatisés. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut bien faire les choses, il faut tout préparer en avance. Avoir une équipe dédiée, comme l'a dit le docteur, je ne vais pas écorcher son nom, en tout cas un des panélistes a dit qu'il fallait une équipe dédiée et que dans cette équipe, il fallait qu'il y ait un trauma leader. Mais ce qu'il n'a pas dit et sur lequel je vais insister, c'est qu'en plus, vous devez avoir un protocole écrit à l'avance. C'est déjà prouvé que les services qui ont des protocoles écrits à l'avance ont une faible mortalité par rapport à ceux qui n'ont pas de protocole. Alors nous, dans le cadre de Recotrauma, nous avons élaboré un protocole que nous avons diffusé dans tous les hôpitaux qui reprend un peu tout ce qu'on vous avait dit là. En commençant par l'évaluation primaire qui doit prendre 2 à 5 minutes en suivant la séquence ABCDE. Et ensuite, c'est un peu plus c'était un peu plus avec le système français plutôt qu'avec le système américain, parce que dans le système français, après cette évaluation au primaire, on passe à la mise en condition. Après la mise en condition, on passe aux examens complémentaires. Et avant d'ailleurs de passer aux examens complémentaires, il faut classifier la gravité du patient. Parce qu'un patient qui arrive, qui est instable, ne va pas aller au scanner. C'est à ces patients-là qu'il faut faire les 3 examens dont on a parlé, la radio du thorax, la radio du bassin et l'échographie abdominale à la recherche d'une hémorragie qui expliquerait cette instabilité. Le patient qui est stable aujourd'hui en France, en tout cas toutes les équipes l'ont adopté, a besoin d'un scanner corps entier. Et celui qui a une cause évidente d'hémorragie n'a besoin d'aucun examen, doit aller directement au bloc. En tout cas, si j'ai pris la parole, c'est surtout pour dire que tout ça chez nous, c'est codifié et il faut avoir un protocole pour que les gens ne se trompent pas. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, j'ai trouvé la session d'aujourd'hui très, très intéressante. Merci beaucoup, cher aîné, Dr Onsiala, pour votre intervention. C'est comme, je crois, tout le monde l'a constaté que c'était une session très intéressante, mais là, nous sommes déjà à la fin et on va continuer. Mais s'il y a des questions, les étudiants, si vous avez des questions, postez dans notre groupe WhatsApp. Les aînés, les collègues vont toujours répondre dans le groupe WhatsApp. Dr. Bennett, we want to thank you for your time. It was very fantastic today, very educative. I wish you could understand French. So it was a very good session today. So it's all yours now. Thank you so much. Yeah, thank you all for the participation. And I could see I don't understand French, but I could see it's interactive, which is my criteria for value. If we can get interaction on this platform, it's great. And I appreciate Alongo arranging this, Dr. Kabulo, and all the participants for coming. Alongo, what is the schedule? What is the next presentation? Ahanga, can you tell us about the next show, please? He may have taken a really coffee break. He is still online because the schedule is like Monday and Thursday, but he will confirm with you. Maybe on chat. Okay, we'll be in contact. And let me just, I'm going to do my little advertising and homework here because I want to spread education and show you what's going on here. We have a conference coming up and it's in English from Brazil. It's a big conference. It's the Brazilian neurosurgeons. And I'm going to put this information in the chat. The Brazilian neurosurgeons, they give excellent webinars. You got to check this out. They have, older neurosurgeons commenting on the talk, a lot of interaction. And watch this.
Okay, and I'm going to give you this information in the chat of Yes, please. And the don't link. forget to let Yeah, us know when it's starting, when you're on live. Yeah, the link to come in. Let me put that here. Here, hold on. Chat. Put it in the chat. Where's the chat? Okay. Well, chat. Okay, to all. Okay, here's the information. Yeah, everyone got that information? Yes. Okay, just copy that link. And if you have access to my Facebook, it's on that. But that essentially is the link. You register for the Zoom, but it's easy, it's fast. And then you get a link to come in. It starts in about an hour. So hopefully we get to see some of you people there. It's not as interactive as you. You won't be able to talk, but just watch the discussion amongst leading neurosurgeons, including a name you're going to be hearing the rest of your career in neurosurgery, Louis Borba. He heads the conference. And I don't know, do you know Louis, Dr. Gabulo? Yes. Okay, yeah, he runs it. He does a great job running it too. Sure. So, okay, thank you very much, and we'll see you. We'll end this right now. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.